C'est le début d'une nouvelle séance, votre patient arrive, vous lui demandez « Alors, vous avez fait vos exercices ?» Il vous répond « Oui, oui », de manière un peu évasive. Vous avez l'habitude d'entendre ce genre de réponse qui est un peu balayée du revers de la main et vous avez déjà compris qu'il ne les a pas fait. Vous ne le confrontez pas et vous faites comme si de rien n'était et avancez dans votre séance comme d'habitude. Alors deux options, soit vous dites bon bah tant pis, on va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a, ou alors vous vous dites oh là là, qu'est-ce qu'il est paresseux, on ne va jamais progresser s'il n'y met pas un peu de bonne volonté. Et si je vous disais que tout ça aurait pu bien mieux se passer si dès l'anamnèse, les choses s'étaient passées autrement. Bienvenue dans cette vidéo, je suis Mathieu, kinésithérapeute et formateur en Belgique et au Luxembourg et aujourd'hui j'accompagne les kinés à améliorer concrètement leur pratique au niveau de la prise en charge de la lombalgie pour qu'ils aient un vrai cadre de raisonnement clinique qui s'établit depuis leur anamnèse avec leur bilan, leur traitement et leur éducation thérapeutique avec la communication patient. Si vous êtes intéressé par ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Mais revenons à vos patients. À votre avis, la majorité d'entre eux font-ils leurs exercices ou ne font-ils pas leurs exercices? Réfléchissez 2 minutes, donnez-vous le temps, vous essayez de les visualiser. À chaque fois que vous posez la question, est-ce que vous avez plus de oui ou plus de non? Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse de savoir si vos patients font déjà leurs exercices ou pas encore et on verra après, à la fin de cette vidéo, comment vous pourrez vous améliorer. Si vous avez plus de non, évidemment, ça peut être frustrant. Le but n'est pas de vous faire culpabiliser, mais plutôt de réfléchir à votre responsabilité parce qu'on a tous une part de responsabilité dans chaque chose qui nous touche au quotidien et donc même dans notre pratique comme kiné. Est-ce que vous avez déjà pensé que à l'anamnèse, vous aviez un pouvoir qui allait conditionner le résultat de votre patient en effectuant ces exercices à domicile ou pas? Est-ce que vous faites déjà une anamnèse? Est-ce que votre anamnèse est complète? Est-ce que votre anamnèse a un but ou est-ce que vous laissez le patient vomir tout son historique sans que vous ne le cadriez et sans avoir vraiment l'objectif de mener quelque chose de clair et de ressortir de cette anamnèse avec plus que « j'ai mal à cet endroit ». Finalement, si ce n'est que ça, pas besoin d'anamnèse, il suffit de 3 secondes, j'ai mal là et vous, c'est parti. Par contre, si vous êtes intéressé justement de savoir ce qui cloche dans votre anamnèse, j'ai justement fait une vidéo qui s'affiche sur la fiche juste là. Mais dans le sujet du jour, on va voir pourquoi vos patients ne font pas leurs exercices. En fait, tout simplement, il s'agit de cet entretien très particulier au cours de la première séance dans lequel vous allez demander à votre patient quels sont ses objectifs. Évidemment, la plupart du temps, il va vous dire ne plus avoir mal. Donc, vous êtes un peu embarrassé parce que vous posez la question quels sont vos objectifs sans qu'on vous ait vraiment dit pourquoi vous la posiez et quel était le but derrière cette question. Cette question, tout d'abord, il faut savoir comment la poser. Donc, c'est pas toujours évident, vous ne savez pas toujours comment faire, mais il faut trouver un moyen simple pour demander à votre patient jusqu'où il a besoin d'aller. Et ça peut se concrétiser grâce à certaines questions que vous avez posées en amont. C'est ça qui va vous permettre de savoir comment formuler la question. Donc si vous avez demandé quelle était sa pratique, son activité physique de base, quel était son travail pour savoir si justement c'est un travail plutôt physique ou plutôt sédentaire. Et ça va vous permettre de déterminer avec votre sous-question des objectifs. Donc là, vous n'êtes pas obligé de demander quel est votre objectif, monsieur, mais plutôt qu'attendez-vous de moi à propos de cette rééducation? Ce sont des petites choses comme ça, vous pouvez formuler de toutes les façons que vous voulez, et de toute façon, vu le nombre de patients que vous voyez, vous aurez l'occasion de reposer la question quelques fois. Mais avec cette question, vous allez avoir 2 objectifs. D'abord, déterminer l'intensité du traitement que vous allez lui appliquer. Donc typiquement, j'aime bien cet exemple, Germaine, 80 ans, elle s'entraîne rarement pour une compétition de crossfit ou un marathon. Et en deuxième but, cette question va vous permettre de semer la graine de la responsabilisation de votre patient. Parce que c'est bien beau d'avoir des objectifs, le 1er janvier, tout le monde en a, tout le monde se donne des résolutions. Mais en fait, être résolu, ça n'est pas une action. C'est une pensée, c'est un vœu pieux, mais ça ne vous permet pas d'aller plus loin que ça. Donc, vous faites quoi de ce vœu pieux quand vous choisissez de mener une bonne résolution à terme? Eh bien, vous choisissez de faire un objectif SMART, comme les Américains ils aiment bien. C'est très important de faire des objectifs SMART, je plaisante, mais c'est très important.
À ce moment-là, c'est l'anamnèse, vous n'avez pas forcément le temps de vous éparpiller là-dessus. Mais pensez à cet objectif SMART. Il faut qu'il soit spécifique. En général, il va vous dire ne plus avoir mal, mais vous allez pouvoir ensuite en profiter pour creuser la question. Ensuite, il faut qu'il soit mesurable. Il faut que votre patient soit accountable. Ça veut dire qu'il vous rende des comptes. Donc là, il sent qu'il doit vous rendre des comptes, qu'il est impliqué, donc qu'il est responsable. Il faut qu'il soit réaliste. Donc là, vous repensez à Germaine, 80 ans, CrossFit et marathon, vous avez compris. Et finalement, il faut qu'il soit temporel, donc dans une temporalité définie. Tout ça, ça va se jouer en quelques phrases. Vous allez pouvoir le déterminer. Comme ça, une fois que vous avez l'objectif qui est plus ou moins cadré par votre patient, derrière, vous allez pouvoir, de manière insidieuse, informelle. Le but n'est pas de venir à face cachée avec des cartes cachées et de manipuler. C'est plutôt en fait d'utiliser des techniques qui ne sont pas bourrins et brutales et de lui imposer, mais plutôt que le patient sente que ça vienne de lui. Parce que finalement, c'est pas pour vous que vous faites la rééducation, c'est pour lui. Et le patient derrière, si c'est important pour lui, il va s'impliquer. Et c'est pour ça que vous lui faites formuler ses objectifs, pour que vous sachiez ce qui est important à ses yeux. En ayant ce genre d'objectifs qui sont formulés par le patient, derrière, il va pouvoir tout doucement commencer à se responsabiliser parce que simplement le fait d'énoncer ses objectifs, c'est comme vous quand le 1er janvier, vous décidez de reprendre une activité physique et que vous vous inscrivez à votre club de sport préféré. Donc là, à ce moment-là, vous avez déjà pris des responsabilités en vous inscrivant. Vous êtes également déjà accountable. Et donc, derrière cette prise de responsabilité, le patient va participer, il va être co-acteur, il va être ce fameux patient partenaire. Donc là, c'est la fameuse alliance thérapeutique. Et grâce à ça, en fait, votre patient va commencer tout doucement à s'impliquer dans le traitement parce que vous lui laissez la place. C'est pas vous qui l'interrompez au bout de 18 secondes dans l'anamnèse pour lui dire « Oui, d'accord, très bien, on va y aller, déshabillez-vous ». Là, on est vraiment dans le schéma où le thérapeute est presque un despote qui va imposer sa vision au patient. Et donc là, évidemment, le patient, il a besoin d'un leader, quelqu'un qui connaît la direction, mais il doit faire le chemin avec. Et là, pour ça, il faut qu'il s'engage. Pour qu'il s'engage, donc, vous lui demandez ses objectifs. Tout ça va contribuer aussi à ce que le patient vous accorde sa confiance. Et quand il va vous accorder sa confiance, il va plus écouter ce que vous lui dites et il va croire ce que vous lui dites. Ça paraît logique, on décompose en disant avoir confiance en quelqu'un, ça veut dire qu'on croit ce qu'il nous dit, mais c'est important parce que s'il ne croit pas ce que vous lui dites, quand vous lui direz faites vos exercices, déjà, pourquoi est-ce qu'il vous obéirait s'il ne vous fait pas confiance? En fait, un enfant, il fait ce que ses parents lui demandent de faire parce qu'il a confiance en lui, ou alors vous régnez de manière despotique, mais ça, de nouveau, on a vu que ça ne marchait pas. Donc, quand votre patient a confiance en vous, il va justement accorder du crédit à vos paroles et derrière, vous allez avoir toute une importance de communication derrière. Comme je vous disais, pas pour le manipuler avec des grandes phrases, etc. Puisque de toute façon, vous n'avez aucun but avec ce patient, si ce n'est que de l'aider à atteindre ses propres objectifs. Donc derrière, comment vous allez communiquer? Vous allez simplement lui expliquer ce qu'il se passe. Ça aussi, ça va renforcer la confiance parce qu'il va se dire « Ok, d'accord, j'ai compris ce qui se passe dans mon corps ». Quand vous allez lui expliquer ce qui se passe avec sa pathologie, quels sont les tenants et aboutissants, il va d'une part voir que vous êtes compétent, mais ça, à la rigueur, ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, lui, c'est d'être rassuré quant à sa pathologie. Vous allez lui donner une temporalité, vous allez lui dire ça peut prendre 3 à 6 semaines, 6 à 12 semaines ou 6 à 18 mois dans le cas d'autres pathologies. Et donc là, derrière, tout ça, ça va lui donner cette temporalité sur laquelle il va pouvoir calquer ses objectifs. Donc peut-être que lui, il voulait pouvoir jouer au foot demain, mais vous allez lui expliquer, ça va prendre 3 à 6 semaines avant de pouvoir de nouveau courir et être valide et être efficace sur le terrain avec votre cheville pendant un match. Et parfois, pour vos patients lombalgiques, ça va être autre chose. Ça va être de devoir le rassurer aussi par rapport au mouvement. Par exemple, on a les patients qui ont peur de faire de la flexion lombaire pour ramasser leurs clés ou leur valise ou leur sac qui est par terre. Et là, ils vont faire des mouvements d'évitement, ils vont être dans des attitudes d'évitement, ils vont trouver des techniques pour ne pas avoir à reproduire la flexion lombaire. Derrière tout ce que ça engendre de manière psychologique, drapeau jaune et sensibilité du système nerveux central, on a aussi vraiment tout l'aspect de déconditionnement qui va s'accumuler. Et donc ça, évidemment, si vous ne le traitez pas en amont lors de la première séance,
pourquoi votre patient ferait vos squats, vos soulevés de terre ou vos good morning à la maison, alors que vous ne lui avez pas expliqué tout simplement, monsieur, vous avez le droit de faire ce mouvement. Évidemment, ça ne se fait pas juste comme ça, vous devez d'une part prendre des gants, mais surtout être plus didactique pour lui expliquer, être pédagogique, le faire de manière indirecte. C'est toute la théorie de la Cognitive Functional Therapy de Peter O'Sullivan, mais donc attaquer le mouvement de manière indirecte. Et une fois que le patient sera désensibilisé, vous pourrez attaquer le mouvement de manière indirecte sans qu'il ne s'en rende compte. Et puis après, vous lui expliquerez que voilà, vous voyez, monsieur, vous pouvez faire de la flexion lombaire en toute sécurité. Ensuite, il lui faut des modalités aussi pour ces exercices. Donc, il ne sait pas si c'est normal d'avoir mal, donc il faut lui expliquer. Donc, vous connaissez pas plus de 2 à 3 sur 10 de ressenti de la douleur pendant l'exercice. Donc, vous pouvez faire la petite parenthèse sur le fait que la douleur est relative à chacun, à chaque individu, et que 10 sur 10, c'est 3 sur 10 pour d'autres qui ont déjà vécu l'enfer. L'idée là, c'est de lui donner ce cadre qui va lui permettre de savoir comment évoluer et jusqu'où il est tolérable de ressentir de la douleur pendant l'exercice et après l'exercice. S'il peut s'entraîner malgré qu'il ait des courbatures, s'il peut faire ses exercices malgré qu'il ait des courbatures, ou non. Évidemment, il le peut, on peut s'entraîner avec des courbatures. Donc ça aussi, vous pouvez lui expliquer en amont. Tout ça, c'est un cadre opérant qui va faire qu'il ne va pas avoir des surprises et se poser des questions au moment de le faire et du coup arrêter parce qu'il n'a plus les réponses. Le cerveau adore se trouver des justifications. Donc si vous décelez déjà toutes ces objections potentielles en amont, ça va permettre à votre patient de ne plus se poser de questions au moment de le faire. Après, vous concrétisez tout le cadre, donc vous expliquez le nombre de séries, le nombre de répétitions et les exercices en question. Évidemment, j'aime bien commencer par un seul exercice, moi, avec la première séance. L'objectif, c'est d'ancrer l'habitude. Petite technique pour ancrer l'habitude, justement. Moi, j'aime bien greffer l'habitude à un rituel qui existe déjà. Donc, si le patient se brosse les dents, je vous le souhaite, eh bien, n'hésitez pas à lui proposer de faire ces exercices en même temps dans la salle de bain, avant ou après le brossage de dents. Comme ça, il n'a pas besoin de créer une nouvelle habitude, il a juste besoin de la racoler, si je puis dire, à une habitude déjà existante. À partir de là, vous avez déjà un bon cadre déjà. Vous allez déjà pouvoir responsabiliser votre patient et l'orienter vers pas mal de choses. Voilà en tout cas pour la partie communication. Et pour revenir à la partie responsabilisation, comme vous avez expliqué à votre patient, vous allez lui dire la temporalité de son infection, de sa pathologie, si on peut dire. Eh bien, si vous lui expliquez que ça va prendre autant à autant de temps, là, à ce moment-là, quand vous dites cette fourchette, vous lui faites comprendre que ça peut prendre plus ou moins de temps. Et à ce moment-là, je trouve toujours pertinent de leur dire, si vous voulez que ça avance plus vite, je vous propose quelques exercices à réaliser à la maison qui sont très faciles, que vous pourrez faire en quelques minutes et qui vont vous aider à progresser plus rapidement. Derrière, là, ça donne beaucoup plus envie. Là, vous avez un marketing qui est efficace. Là, vous vendez bien vos exercices. Et c'est ça que le patient, il veut. Le patient, il veut pas des exercices. Le patient, il veut aller mieux et évidemment, la plupart du temps, le plus rapidement possible. Donc, si vous lui expliquez que grâce à ça, il va progresser plus vite et qu'en plus, grâce aux exercices, il va donc devenir plus vite, plus fort, mieux se reconditionner plutôt qu'en les faisant 1 à 3 fois par semaine avec vous au cabinet, eh bien, grâce à ce reconditionnement, il évitera même les récidives. Donc ça, vous lui expliquez. Ça, c'est bon pour lui parce que ça fait 3 ans qu'il a tout le temps mal au dos, une fois tous les 6 mois, avec son travail de bureau, là, à taper derrière l'ordinateur toute la journée, à pas se lever, sauf pour aller à la machine à café, voir Georgette de la compta qui râle parce qu'il y a quelqu'un qui s'est mal garé. Ce que je veux dire avec tout ça, c'est que vous avez besoin donc de créer les conditions qui vont faire que pour le patient, c'est une évidence de passer à l'action. Pour le patient, c'est évident qu'il va faire ses exercices. Pour lui, il n'y a pas de débat. Il veut aller mieux le plus vite possible et surtout, il veut éviter un maximum de rechutes parce que ça l'handicape. Il a autre chose à faire que de venir chez le kiné. Donc tout ça, c'est important de le mettre dans votre anamnèse, dans votre première séance également, tout au long de cette séance. Et c'est ça qui va faire cette adhérence
au traitement. Et finalement, vous pouvez encore le responsabiliser un tout petit peu plus avec un tableau de suivi. Donc, il y a des tas d'applications. Pour l'instant, il n'y en a aucune qui a conquis mon cœur. Mais ce que je peux vous proposer, c'est le bon vieux tableau à 7 colonnes. Et comme ça, vous pouvez simplement lui dire, vous mettez de lundi à dimanche, ou alors vous imprimez votre tableau vous-même et vous lui donnez et vous lui dites, voilà, là, c'est tel exercice lundi et vous le faites X fois, X séries. Et c'est parti, la semaine prochaine, vous revenez avec votre papier et vous me montrez ce que vous avez fait. N'hésitez pas à mettre en bas de votre tableau une rangée dans laquelle il va mettre ses remarques pour chaque jour où il a fait ses exercices. Comme ça, il peut expliquer ce qu'il a ressenti en fonction de la douleur, etc. Et finalement, tout ce climat de confiance va permettre à votre patient de se mettre en mouvement, d'être plus assidu, plus adhérent, comme on dit dans le vocabulaire, dans le jargon, à ces exercices et va faire qu'il va plus progresser. Et grâce à ça, il va avoir donc des résultats plus rapides, moins de rechutes, moins de récidives. Et donc ça, c'est vraiment le top. Parce que vous avez en plus tout ce cadre d'éducation thérapeutique qui fait également qu'il y a une diminution des rechutes. Parce que le patient sait que c'est normal de ressentir de la douleur, c'est normal d'avoir parfois des courbatures et qu'on peut faire des exercices là-dessus. Il sait que c'est important de bouger. Donc tout ça, vous devez lui expliquer à votre patient. Et également, ce que je voulais vous dire finalement au sujet de cette confiance qui doit régner entre votre patient et vous, c'est que vous avez besoin du climat de confiance pour qu'il soit sincère, pour qu'il soit cash, pour qu'il vous dise la vérité. Et comme ça, s'il revient la semaine suivante et qu'il vous dit « je suis désolé, je n'ai pu les faire qu'un jour sur deux, vos exercices, parce que j'ai eu mal, j'ai eu peur, etc. » Eh bien là, vous pouvez justement réinsister sur les points. Et si spontanément il ne vous dit pas tout ça, s'il vous dit non, j'ai pas pu les faire, je suis désolé, j'y ai pas pensé, vous pouvez lui demander qu'est-ce qui n'a pas été. Donc s'il vous dit juste j'y ai pas pensé, c'est tout. Mais par contre, des fois, il y a des peurs qui sont encore installées. Donc tout ce climat de confiance va permettre justement de construire tout doucement pour converger vers cette éducation patient qui est si importante pour impliquer votre patient. Et comme ça, vous allez voir, il va faire des beaux progrès plutôt que de simplement lui faire vos massages, vos TENS et vos thérapies manuelles. C'est très bien tout ça, mais ce sont des outils qui doivent vous servir à faire bouger votre patient, à mieux le faire bouger, à lui redonner confiance dans le mouvement et pas à souffrir à chaque petit mouvement. Donc en conclusion, vos patients ne sont pas paresseux, ils ne sont pas non plus de mauvaise volonté, mais il y a toute une importance derrière toute la communication que vous allez mettre en place dans votre pratique. Tout ça, ce sont des soft skills, comme on appelle. Les hard skills, c'est savoir votre anatomie, être compétent dans la matière de la kiné, mais dans les soft skills, vous avez tout ce qui va être communication, empathie, en fait, être un humain normal. Et si vous êtes intéressé d'apprendre à mettre tout ça en place avec vos patients lombalgiques pour apprendre un cadre de raisonnement clinique qui permet justement cette adhérence thérapeutique depuis l'anamnèse jusqu'à l'éducation thérapeutique en étant vraiment exhaustif et avec un suivi personnalisé qui va faire que vous allez vous sentir enfin légitime et devenir une référence dans la prise en charge des douleurs lombaires, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien en description pour découvrir comment je fonctionne et comment s'articule toute ma méthode. Jusque-là, je vous dis à la prochaine fois. N'hésitez pas à vous abonner et surtout, dites-moi dans les commentaires si la majorité de vos patients font leurs exercices ou pas. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.